Merci à tous d'être venus. Bonsoir à tous. Pour partager ce moment, on va dire, de réflexion autour de notions qui nous concernent tous et qui renvoient aussi à notre avenir. Parce que je vois qu'il y a quelques jeunes dans la salle. Et donc, je pense qu'on a des problèmes là qui sont vraiment centraux et qu'il convient d'élucider, des questions qui sont complexes, alors qui relèvent des atteintes aux libertés aujourd'hui et de la tournure politique que prend l'articulation de la gouvernance. Donc ça nécessite une compréhension, je pense. Une compréhension qui va passer peut-être par des points qui sont assez philosophiques dans un premier temps, mais aussi par des points qui sont plus de l'ordre du droit, parce que nous sommes dans une société, on va en parler tout à l'heure, qui administre par le droit. Donc là, moi, je vais vous parler de mon point de vue de juriste, entre guillemets, pour vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants du système. En quoi le système dans lequel on vit est très perfectionné et très élaboré et beaucoup plus mûrement réfléchi qu'on ne peut l'imaginer, et en quoi il existe deux réelles techniques d'orientation de nos modes de pensée aussi. Alors avant ça, je vais faire une petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Je mettrai ça après. Donc moi, je suis ancien gendarme. Alors, sur la fiche, c'était marqué officier, donc j'étais officier de police judiciaire. Voilà. Donc ça, c'est une qualification de droit donc, qui est dans l'exercice de la police judiciaire la plus élevée. Bon, après, il y a aussi l'OMP, l'officier du ministère public, mais c'est un petit peu différent. Et donc, j'étais gendarme pendant 20 ans. Donc, j'ai fini adjudant, instructeur. J'ai commencé ma carrière à la garde républicaine et à l'époque, j'ai vite intégré, donc j'ai d'abord été dans une unité d'intervention, un peloton d'intervention de la garde, et ensuite je suis rentré à Matignon et j'ai intégré le groupe de protection de l'hôtel de Matignon, où j'ai fait de la protection rapprochée auprès de deux premiers ministres, donc successivement François Fillon et Jean-Marc Ayrault. Donc c'était de 2009 à 2013. Et ça a été une expérience pour moi, parce qu'à l'époque j'étais quand même relativement jeune, je devais avoir dans les 24-25 ans, peut-être non, mais un peu plus, 26. Et c'était une opportunité de voir aussi la vie au sein d'un cabinet ministériel, comment ça se passe, comment ça fonctionne, comment ça s'organise. Et d'un point de vue humain aussi, j'ajouterais quelle relation il existe entre les gens et ces gens-là. Donc c'est une approche un peu particulière. J'ai vraiment découvert qu'il y avait deux mondes, quoi. Il y a notre monde et leur monde. Et c'est pas un cliché, c'est une réalité. On est là sur des considérations qui sont parfois même difficiles à imaginer. Tant ces gens-là en fait sont à des niveaux stratosphériques, quoi. Et si je parle de ça, c'est parce que j'ai eu un changement brutal de parcours pour des raisons de rapprochement familial et suite à la naissance de mes enfants, de ma première fille, à l'issue duquel donc j'ai fait ce qu'on appelle un changement de subdivision d'armes et j'ai demandé à partir en gendarmerie départementale en province. Donc j'ai quitté les palais dorés de Matignon pour partir ensuite dans ce qu'on qualifiera de ruralité profonde. Donc là, c'est le jet lag quand on atterrit forcément, puisqu'on ne sait plus où on habite. Et moi qui avais professionnellement évolué finalement dans un milieu très, très privilégié, je me suis retrouvé confronté à la réalité du monde et à la violence réelle du monde, et sous un aspect judiciaire, puisque c'est aussi là que j'ai découvert le métier de la police judiciaire, qui est un autre métier.
Et cette ultra-violence, je pense que personne n'y est préparé. C'est-à-dire qu'on se retrouve du jour au lendemain à intervenir chez des gens qui sont dans des situations complètement désespérées. On arrive quand la situation elle a atteint son point culminant voilà, vous allez rapidement vous retrouver face à quelqu'un qui violence intrafamiliale, 22 heures, vous y allez, le gars pète un câble, son épouse l'a lâché, il a 50 ans, il a perdu son travail, etc. Donc il veut se suicider, il casse tout dans la maison et après il vous menace avec son arme. Et là, Dieu sait s'il a rien à perdre. Et vous êtes avec un petit jeune qui a 19 ans et qui a aucune légitimité à lui apprendre quoi que ce soit de la vie. Donc il faut gérer ce genre de situation. Donc ça a été une expérience très dure, beaucoup de confrontations à la mort, beaucoup de violence, beaucoup de choses sales, beaucoup d'affaires de mœurs, etc. Et du coup, ça m'a mis un gros coup au moral. Et une des façons de m'en sortir finalement, ça a été de me dire mais pourquoi le monde est-il aussi dur, aussi violent? Alors nous on était du côté de Pauillac. Alors Pauillac, c'est, pour ceux qui connaissent le vin, c'est grand cru classé. On s'imagine tous que c'est très riche. C'est pas du tout le cas. Il y a une grosse précarité sociale. Les châteaux appartiennent à des grands groupes financiers, AXA, Bouygues, etc., qui sont jamais là. Et ce qui reste sur place, c'est du précaire, c'est de la main-d'œuvre. Ce sont des marginaux qui viennent d'Espagne. Et c'est très communautarisé. Donc il y a une communauté maghrébine, il y a une communauté gens du voyage, et on avait énormément de conflits intercommunautaires, notamment pour du trafic de stupes, avec homicide à la clé et tout ça. Donc on a beau être dans un petit village de 4000 habitants, il y a une année on s'est retrouvé avec 2 homicides suite à des règlements de compte, dont un par balle, un homme abattu de 3 balles dans le dos, etc. etc. Voilà. C'est pour comprendre cette France un petit peu orange mécanique. Et c'est ça qui m'a poussé vraiment à me mettre au travail et à changer finalement ma vision du monde. Et au lieu de simplement critiquer le système et dire oui ça va pas et montrer du doigt ce qui va pas, j'ai cherché à connaître un peu les causes profondes. Voilà. Donc ça c'est ce qui a fait que je me suis mis à travailler. Puis bon an mal an, je me suis senti de moins en moins à ma place en gendarmerie, parce que tout simplement, on y cultive des notions qui sont des valeurs qui sont assez nobles au départ, et puis on se rend compte que c'est comme toutes les institutions et les administrations, c'est un peu vérolé, ça marche beaucoup sur la cooptation, ça marche, voilà, y a plein de choses comme ça. Si on veut avancer, il ne faut pas forcément être bon. En tout cas, il faut faire croire qu'on est bon, mais il ne faut pas forcément être bon. Il faut surtout bien obéir à certains ordres qui ne sont pas forcément les bons. Donc là, c'est compliqué. Et vous avez un culte de la nation qui est propre à l'armée et que je ne rejette pas, parce que sinon, on ne pourrait pas avoir aussi de militarité. Mais dès que vous franchissez le portail de la caserne, ça n'a plus de sens. Vous saluez le drapeau, mais derrière, dès que vous franchissez le portail de la caserne, si vous arrivez avec un drapeau français, vous êtes un facho, quoi. Donc on est dans une société qui est un peu étrange, où le mot nation d'ailleurs revient au goût du jour, et notamment c'est un mot qui est porté par des européistes mondialistes, étonnamment, lorsqu'il faut faire la guerre. Là par contre, là on nous reparle de nation, là c'est bizarre. Là, je rebondis là-dessus parce que je regardais le dernier livre de Sébastien Lecornu, ministre de la Défense, qui est sorti, où il remet vraiment la nation en avant, alors que c'est un européiste patenté. Donc il y a une forme d'opportunisme politique là-dedans qui est assez dégoûtant sur le plan des valeurs. Donc tout ça, ça a contribué aussi à changer mon regard sur l'institution militaire, parce qu'elle est étroitement liée, quoi qu'on en dise, elle est intrinsèquement liée aux politiques, alors que normalement l'armée est censée être neutre. Et puis après, il y a eu l'épisode du vaccin qui a fini de m'achever. Là, vu que j'ai refusé d'aller à la piqûre, ça a été très compliqué. Donc dans mon malheur, j'ai eu de la chance, entre guillemets, puisque j'ai attrapé le Covid 2 jours avant l'annonce d'obligation de vaccination dans les armées. Et ça m'a offert un statut dérogatoire de 6 mois qui m'a laissé le temps de rebondir. Et c'est là que j'avais commencé à écrire mon livre, d'ailleurs, qui était quand même un exutoire. L'écriture, dans ces cas-là, quand vous êtes dans des situations un peu compliquées comme ça aide.
Ça aide à dénoncer les injustices. Et à la suite de ça, j'ai trouvé un poste dans l'éducation nationale en tant que contractuel, donc, qui me permettait d'enseigner le droit pénal donc dans la filière des métiers de la sécurité en lycée professionnel. Voilà. Alors, sachant que j'avais des expériences dans l'enseignement, puisque à la gendarmerie, j'avais fini instructeur et j'étais formateur évaluateur de formateurs au sein du commandement des écoles. Donc j'ai des notions quand même en matière de, on va dire, de méthode pédagogique et d'ingénierie pédagogique. Donc ça m'a aidé aussi. Donc, j'en reviens un petit peu au livre que j'ai écrit, qui s'appelle Alice au pays de Lucifer, et qui est en fait un mode, on va dire un mode d'emploi des techniques employées par la gouvernance, et qui est très très développé dans le sens où il va parler de ces techniques sur tous les plans, c'est-à-dire aussi bien d'ingénierie sociale, que ce soit, il y a aussi quelques petites notions économiques, mais après il y a de la philosophie, et il y a aussi tout ce qui touche au domaine religieux ésotérique, qui est aussi très lié avec l'histoire et l'évolution de nos sociétés. La pochette d'ailleurs que j'ai dessinée là fait écho au modèle, à la pochette de The Economist 2019 que vous avez juste à droite, et qui était le numéro de l'année. Alors comme chaque année, le magazine The Economist consacre un numéro qui annonce les grandes mouvances de l'année. Et c'est toujours drôle de remarquer qu'en ce qui concerne le numéro de l'année 2019, on avait déjà les signes précurseurs du Covid qui étaient présents dans la pochette. Alors vous avez le pangolin, vous avez le QR code qui est tenu par l'homme de Vitruve sur un téléphone, vous avez le symbole de l'ADN, vous avez une peintre de la Renaissance italienne qui s'appelle Artemisia, etc. Il y a plein de petits symboles cachés. Alors, et comme aimait le faire Léonard de Vinci, d'ailleurs, tout est écrit à l'envers, ce qui veut dire qu'il faut regarder dans un miroir pour décoder la vérité. Alors, le symbole du miroir, je pourrais faire une conférence là-dessus, mais c'est très ésotérique. Et en fait, ça joue autour du principe de l'illusion et de l'inversion des valeurs. Donc, on a tout qui est là-dedans, hein, et puis après, on avait tout le reste aussi. On avait la virtualisation de la société, hein, l'homme qui ne voit pas la réalité, ou du moins qui la voit à travers un masque virtuel, etc., etc. Je passe les 4 cavaliers de l'Apocalypse, dont on a pu en revoir un pendant la cérémonie des JO. Et il faut regarder de plus près la pochette, mais celui qui représente, puisqu'ils en ont mis un à l'effigie des 4 blocs continentaux, et celui qui représente justement le bloc occidental porte un masque chirurgical quand on regarde de très près. Donc c'est une pochette qui est très très intéressante. Bon, tout ça pour dire que nos dirigeants, nos élites ne sont pas des gens qui manœuvrent au hasard. Ce ne sont pas des gens qui commettent des erreurs, contrairement à ce qu'on veut dire. Ça, c'est manquer énormément d'humilité que de croire qu'ils sont mauvais. Ce sont des gens qui ont des objectifs qui sont très clairs, très définis, et qui les mènent, hélas, très intelligemment. Donc, ça, mais tout ça, je le développe dans le livre. Alors aujourd'hui, la conférence porte sur l'érosion des libertés. Alors l'érosion des libertés, on va en parler. On peut d'ores et déjà la constater, et je pense qu'on a tous déjà ce sentiment, ne serait-ce qu'en termes de ressenti, sans être passéiste, mais quand on regarde en arrière, quand on repense quand on était petit, tout ça, on se dit qu'on vivait dans un monde qui semblait plus libre, moins policier, où il y avait moins de législation, ou du moins le poids de la législation était moins omniprésent, moins de normes, moins de choses comme ça. Voilà. Donc ça c'est un simple sentiment. Maintenant, moi je vais vous montrer aujourd'hui l'évolution de cette société en termes de droit, en termes de procédure pénale, en termes de droit pénal tout court aussi, et aussi en termes de renseignement, parce que c'est important de voir quelles sont les lois qui sont votées en termes de renseignement. Peu de gens savent ce qui se passe et ce qui autorise les gens à travailler en matière de fichage et de renseignement. Donc là, il faut bien comprendre que je fais le distinguo entre le travail de la police judiciaire et le travail des services de renseignement, qui sont différents.
mais qui nous renvoie tous à cette notion justement de liberté et de l'approche de la liberté dans notre société. Donc le plan, on va commencer par notre rapport à la liberté, tout simplement. Donc voir un petit peu comment on conçoit la liberté, parce qu'il faut d'abord avoir une vision de la liberté pour pouvoir estimer s'il y a une atteinte réelle ou pas. Ensuite, en seconde partie, on verra les liens entre le droit et la liberté, justement. Et après, en troisième, on verra l'incidence de l'idéologie là-dedans, les liens qu'on peut faire entre idéologie, droit et les risques de dérive totalitaire, si tant est qu'elles ne sont pas déjà en place. Alors, notre rapport à la liberté. Donc, petit a, la liberté existe-t-elle? Ça, c'est une grande question philosophique. Est-ce qu'on est vraiment libre ou pas? Alors, il y a plein de philosophes qui ont planché sur la question. Et en tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que la liberté, elle découle des facteurs environnementaux. C'est-à-dire, par là, j'entends ce qui nous entoure. C'est sûr que si nous sommes seuls au monde, on est beaucoup plus libre que si on vit en société. Donc on a des facteurs externes qui viennent influencer justement cette liberté. Vous connaissez tous l'adage, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le lien entre la liberté et notre volonté d'action. C'est-à-dire que je m'estime libre, oui, mais dans quelle mesure? Et suis-je vraiment libre quand j'ai décidé d'agir? Voilà. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse. Alors pourquoi ça m'intéresse? Parce que je pense que c'est une question qui a énormément intéressé nos élites ou les gens qui réfléchissent justement à cette question. Parce que l'atteinte, si atteinte on doit faire à la liberté, elle va passer justement par la notion de volonté d'action. Si on arrive à perturber la volonté d'action des gens, on va pouvoir atteindre leur liberté. Alors, la liberté, elle se compose, elle n'est pas un absolu en soi. Je rejoins ce que dirait le philosophe, donc la philosophie de l'action, donc ce serait Maurice Blondel, qui disait que la liberté n'est pas un absolu. Elle dépend en réalité, elle est quand même tributaire de notre volonté d'action. Et dans la volonté d'action, il y a une part d'autonomie, c'est-à-dire les facteurs qui ne relèvent que de moi, ce que je suis et tout ça, ce qui fait que je décide d'agir comme ça. Et il y a aussi une part de ce qu'on appelle l'hétéronomie, donc les facteurs externes. Et c'est le poids de ces facteurs externes qui est intéressant. Jusqu'où peut aller ce poids? Est-ce qu'il peut aller jusqu'à supprimer l'autonomie de l'individu? Donc c'est ça qui intéresse nos gouvernants. Alors, il y a une approche, on va dire, de la philosophie chrétienne, qui était celle de Blondel, qui est de dire l'hétéronomie, justement, donc ces facteurs externes, sont de l'ordre d'une hétéronomie morale, c'est-à-dire que ce qui conduit l'individu à orienter sa volonté d'action, c'est son autonomie, puis derrière, il y a le poids de la morale, c'est-à-dire le facteur externe, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Ça, c'est un premier point de vue. Mais ce point de vue-là, comme je le dis, c'est celui de la philosophie chrétienne. Or, nous sommes dans un monde, aujourd'hui, à l'heure où je parle, qui a hérité de cette philosophie. On vit dans un monde helléno-chrétien, on va dire, d'héritage, mais qui a considérablement évolué. Et depuis, il y a une émergence de nombreux autres concepts, donc des concepts qui ont petit à petit substitué l'éthique à la morale. Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre que la morale, donc c'est un ensemble de valeurs partagées, souvent préexistantes, tandis que l'éthique, c'est un processus de questionnement et d'évaluation de ces valeurs. Morale et éthique peuvent être en conflit, justement. Donc, lorsqu'une règle morale semble inadaptée ou injuste, elle peut l'être selon une analyse d'éthique. Alors, en gros, si je veux résumer,
Vous avez une morale fixe et immuable qui est celle du bien et du mal, donc quelque chose qui est finalement gravé dans le marbre et qui va être reconnu en tant que tel, qui va s'opposer à une éthique qui est la reconnaissance de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais. Et aujourd'hui, notre monde est un monde qui s'articule autour de l'éthique. Et ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour une idéologie, n'est pas forcément bon pour les autres. Donc l'arbitrage est plus nuancé, c'est plus compliqué. On a l'apparition de cette notion-là avec les évolutions historiques. Donc d'abord une société chrétienne, puis ensuite la Renaissance, la Réforme, les influences judéo-protestantes, les grands courants philosophiques. Ça a commencé avec Pic de la Mirandole, j'en passe, c'est des meilleurs, jusqu'à Spinoza. Si on parle de l'éthique, par exemple, Spinoza est un précurseur. C'est lui qui va dire on raisonne autrement, le bien et le mal c'est une chose, mais en fait il faut regarder ce qui est bon ou mauvais pour nous. Voilà. Puis derrière il y a le conatus, c'est-à-dire qu'est-ce qui anime ce choix, c'est le désir. Voilà. Donc aujourd'hui on vit dans ce monde qui est finalement un monde de relativisme. Et ça va énormément jouer, vous allez le voir après, sur l'approche du droit, et notamment sur l'attaque de certains types de droits qui protègent nos libertés. Parce qu'après, quand on arrive justement à imprimer un certain prisme idéologique, on arrive à dicter aux gens ce qui est bon pour eux et ce qui est mauvais pour eux, au-delà de la morale. C'est orwellien, mais ça fonctionne. Et c'est le monde dans lequel on est actuellement. Alors, ça m'amène à la deuxième partie, les liens entre droit et liberté. Donc, je vais d'abord parler des deux types de droits qui administrent notre société. Et après, on va faire le lien justement avec cette notion de volonté d'action et en quoi ça vient interférer là-dedans. Alors d'abord, on va commencer par le droit positif dans notre société. Alors, qu'est-ce que le droit positif ? Le droit positif, en fac de droit, on vous dirait c'est un droit de nature contingente. C'est-à-dire que c'est un droit en fait qui est un droit adaptatif. C'est un droit qui est créé de toutes pièces par l'homme, suivant les exigences de la société. En réalité, c'est le droit le plus utilisé dans notre société actuelle. Donc, j'ai besoin de lois pour légiférer sur tel ou tel truc. Hop, demain, on va créer une nouvelle loi. Alors là, d'ailleurs, c'est un malaise, c'est un gros problème dans la société française, c'est qu'on a tendance à légiférer à tort et à travers, alors même qu'on n'utilise pas forcément toutes les lois qui sont déjà potentiellement opérantes. Donc c'est compliqué. Donc ça c'est le droit positif. Je vais revenir après sur lui tout à l'heure. Le droit naturel, lui, c'est le droit que l'homme acquiert par nature, parce qu'il est homme. Alors, il est justement l'héritage des Lumières. Il est l'héritage de cette révision de la morale et de cette avancée de l'éthique sur la morale. Et quelque part, le droit naturel, il a une valeur aussi transcendante et universaliste. Donc le droit naturel s'applique à tous les hommes, et parce qu'on est homme, on a ces droits-là. Donc le droit naturel, en général, quel type de droit il va toucher ? Il va toucher à vos droits fondamentaux, et qui relèvent souvent à vos libertés fondamentales. Donc le droit d'aller et venir, le droit de disposer de son corps, le droit à la propriété, tous ces grands droits-là, qui sont souvent gravés constitutionnellement, sont des droits naturels. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir faire le distinguo des deux.
Parce que ce sont ces droits-là qu'actuellement on est en train de spécifiquement attaquer. Il y a une véritable attaque du droit naturel, et elle se fait, quoi qu'on en dise, par le droit positif. Alors, le droit naturel, c'est pas un droit qui vous renvoie à Dieu. Il ne faut pas voir ça comme ça, parce que d'ailleurs c'est un héritage de la philosophie des Lumières. Et parmi les Lumières, on n'avait pas de fervents catholiques, mais on avait des déistes, c'est-à-dire des gens qui croient peut-être en un Dieu, mais pas forcément qui adhèrent à 100% aux préceptes de l'Église catholique. Donc c'est une vision qui est néanmoins rattachée à une dimension, je disais, universaliste et transcendantale, et ce qui fait que, même pour certains analystes du droit, comme Pufendorf par exemple, il y a, quoi qu'il en soit, une notion de supérieur. Voilà, parce que c'est le droit de l'homme, donc ça veut dire mettre l'homme sur un statut à part et lui reconnaître cette notion transcendante supérieure, donc peut-être faire le lien quand même avec quelque chose de spirituel. N'est-ce pas pour ça qu'on s'en prend aussi au droit naturel? Ça joue. Ça joue dans le projet de société matérialiste qu'on est en train de mettre en place. Alors, il y a donc, comme je disais, un lien entre le droit positif et le droit naturel dans les atteintes au droit naturel. Le droit positif, il va être utilisé justement à travers le prisme de l'idéologie. L'idéologie, c'est quelque chose qui nous permet de voir d'analyser la société à travers des postulats et des catégorisations. Et donc, ça va à l'encontre de la réalité sensible perçue, l'idéologie. L'idéologie, c'est quelque chose de très, très cartésien, très formaté. Et en ce sens, il existe un réel subjectivisme idéologique. C'est-à-dire que l'idéologie favorise un point de vue subjectif qui va à l'encontre justement de ce point de vue transcendant porté par le droit naturel. Et un des outils très utiles à l'idéologie, c'est le droit positif. Parce que le droit positif permet d'intervenir sur des niches très particulières et de dire aux gens, voilà, aujourd'hui, il est bon de penser comme ça. Ceux qui ne pensent pas comme ça sont des gens qui devraient être punis par la société. Et donc, le droit positif va permettre de cibler ces niches, des niches qui peuvent être portées par l'idéologie, et quelles qu'elles soient, hein, vous pouvez l'appliquer à tous les secteurs. Et à partir du moment où vous mettez en danger le collectif, ou ce qui a été décidé par l'idéologie et qui est censé servir le collectif, à partir du moment où vous le mettez en danger, le droit positif va permettre de vous cibler et de vous attaquer. Alors que le droit naturel, lui, c'est plutôt un garant. Il intervient comme une garantie, une protection. C'est un bouclier. Et si on prend l'exemple de la période Covid, vous aviez des droits naturels qui vous protégeaient normalement contre les atteintes que vous pouvez porter à votre corps, le fait de pouvoir disposer librement de votre corps. Et vous avez un droit positif qui, par décret, vous a quasiment obligé à aller vous vacciner. Donc on voit qu'il y a un antagonisme qui peut clairement apparaître des fois, et qu'un régime qui pousse une idée ou une idéologie très loin peut, par le biais du droit positif, arriver à ses fins. Et finalement, c'est le cas de toutes les sociétés totalitaires ou historiquement reconnues fascistes ou autres. Il y avait une prééminence du droit positif, un effacement de l'individu et un effacement des droits naturels. Ça a toujours été le cas dans l'histoire. Donc là, on subit vraiment ce type d'attaque. Ce qui fait que, j'en reviens tout à l'heure à cette notion de volonté d'action dont je parlais, et le poids de l'hétéronomie, donc les influences externes sur notre volonté d'action. Dans la société idéologique pilotée par le droit positif, c'est là qu'on rentre dans un monde qui est vraiment orwellien, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un monde qui est protégé par une morale
ne peut pas produire ce qu'il a produit là, par exemple pendant le Covid. En revanche, un monde dans lequel les facteurs externes sont liés plus à l'éthique qu'à la morale, c'est un monde où on peut faire du bon, du non bon, on peut faire de l'utile, de l'inutile. Donc on est sur une binarité orwellienne. Et c'est très facilement transposable à l'application du droit positif. Et quand je dis bon, non bon, utile, inutile, conforme ou inconvenant, quand vous réfléchissez, ça va à l'encontre du juste ou de l'injuste. Parce que derrière le juste ou l'injuste, il y a cette notion de moralité qu'on n'a plus dans ces systèmes mécaniques en termes de droit et d'exécution. Donc on est vraiment dans ce type de société, et quand vous regardez à tout niveau, que vous soyez d'accord ou non d'ailleurs avec les politiques, peu importe, là je parle simplement de la technique d'application du droit, que ce soit l'environnement, que ce soit les leviers sécuritaires. Sécuritaire, on va en parler beaucoup tout à l'heure, parce que c'est aussi par la dérive sécuritaire qu'on arrive à obtenir les lois souvent les plus liberticides, mais ça marche à tout niveau, ça marche avec toutes les idéologies, et on peut orienter les gens comme on le souhaite, comme ça, par la force du droit. Alors, ça m'amène à poser la question justement, qu'est-ce qu'un État totalitaire? Alors je reviens juste sur la main de justice. J'avais mis la petite photo parce que c'est un petit clin d'œil. La main de justice, c'est le symbole de la justice qui a été rendu par le roi. Donc le roi de France le tenait. À Paris d'ailleurs, c'était le roi qui rendait la justice au palais de justice. Et j'ai mis cette main-là parce que c'est un symbole qui est encore utilisé par la justice, mais qui a perdu son sens. Il a perdu son sens parce que, justement, si on regarde le symbole, alors le pouce, c'était le roi, l'index, c'était la raison, le majeur, c'était la charité. Vous voyez qu'on est sur des notions de valeurs qui sont transcendantes un petit peu et qui sont supérieures. Donc on est loin de l'application maintenant du droit stricto sensus comme on fait maintenant. Et les deux droits, forcément, c'était la foi catholique. Donc derrière, il y avait la notion de morale dans l'application du droit. Chose qu'on ne retrouve plus depuis les évolutions républicaines. Donc je ne suis pas anti-républicain, je suis pas... parce que j'estime qu'il y a aussi des bonnes choses dans le progrès, et qu'il y a de très bonnes choses d'ailleurs aussi dans la philosophie des Lumières. Mais par contre, je tiens à attirer l'attention sur les dérives qui ont été faites et l'exploitation justement de ces philosophies-là. C'était le petit clin d'œil sur la main de justice. Alors il faut savoir aussi qu'on est dans une société de droit romain, et qu'en ce sens, nous vivons dans un monde qui est différent aussi du droit anglo-saxon. Le droit romain, quelle est la différence d'ailleurs entre le droit romain et le droit anglo-saxon? Le droit anglo-saxon, c'est un droit coutumier, alors que le droit romain, c'est un droit qui ne passe que par l'écrit. Et je vais vous donner un petit exemple de la perversité de notre système français. Il se situe notamment au niveau des articles relatifs à la liberté d'expression, dont j'ai été victime, puisque tout à l'heure je parlais que j'ai été prof et que j'ai enseigné le droit pénal. L'éducation nationale m'a viré pour mes prises de position. Donc c'est intéressant parce que là justement, je vous parle justement du droit romain, parce que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 10, c'est relatif à la liberté d'expression. Et normalement, tout homme est libre d'exprimer son opinion, d'après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais on omet de préciser une chose, c'est que ce soit l'article 10 comme l'article 11, alors l'article 11 c'est la publication des écrits aussi, c'est la liberté d'écrire, de publier ce qu'on veut. À chaque fois, ces deux articles, quand vous regardez la phrase de fin, c'est marqué que c'est autorisé dans les limites de ce que permet l'application du droit. Alors vous voyez que et le droit romain, justement, c'est sa particularité, c'est qu'il rédige tout doit être écrit. Donc c'est une machine. C'est vraiment et donc si le droit prévoit que vous ne puissiez pas vous exprimer librement sur tel sujet, c'est pas anticonstitutionnel.
C'est intéressant. Et si on compare ça au droit américain, par exemple, donc qui est droit coutumier anglo-saxon, si je prends le premier amendement, eh ben, c'est pensé complètement différemment. Le premier amendement, il interdit aux membres du Congrès de voter une loi qui empêche la liberté d'expression. C'est l'inverse. Ce qui fait qu'aux États-Unis, les gens, alors pourtant je ne porte pas les États-Unis dans mon cœur, mais je reconnais que la liberté d'expression est beaucoup plus importante aux États-Unis qu'en France. De toute évidence. Parce qu'ils sont beaucoup mieux protégés constitutionnellement. Alors, qu'est-ce qu'un État totalitaire? Moi, cette question, je vais y répondre de façon, on va dire, technique, mais déjà, dans un premier temps, je dirais qu'un État totalitaire, c'est un État dans lequel vous êtes piloté sans vous en apercevoir. Là, c'est que le totalitarisme aime bien marcher, en fait. Parce que, par essence, le système totalitaire est partout. Donc, en étant partout, on finit par plus le voir. Un système totalitaire, justement, c'est une idéologie et qui nie toute autonomie de l'individu. Donc, ça nie l'autonomie de l'individu et ça s'emploie à supprimer autoritairement donc, cette autonomie au profit d'une vision qu'on va qualifier de moniste en philosophie, donc du monde et du pouvoir. Moniste, ça veut dire quoi? Ça veut dire unitaire. C'est de la philosophie, c'était Leipzig ou je ne me rappelle plus, qui parlait des monades. Donc, mais l'idée, en fait, c'est un tout. En gros, vous appartenez à une cellule et vous vous en rendez pas compte. Il y a une différence avec la dictature, c'est que bon, le dictateur, vous le voyez, il est identifiable. La dictature, c'est vrai qu'on a pour coutume de dire, c'est ferme ta gueule, quoi. C'est ça la dictature. Dans le totalitarisme, c'est plus subtil. Vous avez affaire à un système et il peut y avoir des variantes dans le système, il peut y avoir des changements. Et pourtant, ce système reste tel quel. Donc on peut vivre dans un système totalitaire et être bercé par une illusion de changement. Donc là, il faut se méfier. C'est très traître. Et cette idéologie, elle se fonde et elle se justifie par la domination absolue de l'État. Donc c'est Hannah Arendt aussi qui en avait beaucoup parlé du totalitarisme. Alors, est-ce qu'on vit dans un État totalitaire aujourd'hui? Je dirais que dans le sens où on cultive l'illusion de liberté, et c'est ce que je démontre relativement bien, je pense, dans mon livre, je pense qu'on peut dire qu'on vit dans une forme de totalitarisme. Tout à l'heure, je vous montrais la pochette de The Economist en faisant allusion à un plan. À partir du moment où, de toute façon, on en est à parler de plan, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà décidé pour nous. Donc, la représentation populaire, elle est sérieusement mise à mal si on considère le monde comme ça. Or, il y a des réalités. On suit les instructions de personnes d'une technostructure qui s'appelle Europe, avec des gens non élus qui prennent des décisions. C'est très vaste, très complexe. On n'a pas forcément... La représentation populaire est très aléatoire, ou du moins elle est très complexe. Elle est aussi soumise à des pressions importantes, financières, beaucoup de lobbies, etc., etc. En somme, on a une grosse machinerie sur laquelle maintenant les peuples n'ont plus d'emprise. Donc, effectivement, rien qu'à partir de ce constat, on peut se poser la question et se dire déjà, est-ce que les jalons du totalitarisme ne sont pas déjà là? Est-ce qu'ils ne sont pas déjà posés? Voilà. Avant de dire, oui, on vit définitivement dans une société totalitaire. Parce que pour l'instant, ça peut être encore un peu nuancé. Cette illusion de liberté, elle est aussi entretenue par le chaos et, je dirais, l'anomie de la société. C'est-à-dire l'état de désagrégation qui entraîne une perte de ses valeurs.
Et cette anomie, elle va de pair avec une antinomie, c'est-à-dire une contradiction entre les lois. Et de là naît l'illusion de liberté. Et ce principe-là, de façon un peu plus simple, c'est le principe d'ordo ab chaos, d'ordre dans le désordre. Et cette antinomie, cette contradiction entre les lois, on va la retrouver par exemple, comme je disais tout à l'heure, certaines lois sont contradictoires. La liberté d'expression va se confronter par exemple à la protection contre la diffamation, etc., ou la dénonciation de certaines niches sociales. La lutte contre le terrorisme, elle va se confronter au respect de vos libertés individuelles. Donc certes, il y a du terrorisme, mais les lois antiterroristes, et ça on va le voir après quand on va rentrer dans le volet technique, eh ben, elles sont défavorables au terrorisme et tout aussi défavorables à nous tous. Donc c'est la contrepartie. La liberté de commerce, par exemple, qui vient s'opposer à la protection de la santé publique. Ça, on l'a vu aussi pendant le Covid. Toutes ces oppositions-là, elles naissent souvent dans le désordre et le chaos, d'ailleurs, dans des événements de crise. Et c'est en provoquant ces événements de crise qu'on arrive à modifier justement le droit. Et à chaque fois que je vous cite ces oppositions, qu'est-ce que je constate là, c'est qu'on oppose par exemple le terrorisme aux libertés individuelles. En fait, on expose, je veux dire, un droit naturel, les libertés individuelles. Et on va tenter de l'attaquer. Donc, ces attaques-là, elles passent nécessairement par une forme de mise dans le chaos de notre société, quoi, en permanence. Donc, l'évolution du droit et de notre sensation de liberté, elle a été aussi tributaire de toute cette succession d'événements qui apparaissent, et qui apparaissent d'ailleurs de façon de plus en plus rapprochée et de façon presque exponentielle, j'ai envie de dire, avec le temps qui passe. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'événements majeurs, que ce soit en termes de terrorisme, de politique sanitaire, d'environnemental, etc. Donc de plus en plus de narratifs qui viennent se bousculer les uns dans les autres et qui maintiennent les gens aussi dans une peur permanente qui permet de mieux manœuvrer en matière de gouvernance. Plus je fais peur aux gens et plus je légitime le passage de lois liberticides. Il n'y a aucune difficulté face à des gens qui ont peur. Les gens qui ont peur, pour être rassurés, ils sont prêts à accepter tout. Donc, la grande question, après, c'est jusqu'où doit s'élever notre degré de soumission. En contrepartie de quoi? Voilà, parce qu'à un moment... Alors, je reprends là. Donc, attaque des droits naturels par le droit positif. Je vais vous montrer donc quelques petits exemples. Alors si je prends par exemple les attaques terroristes qui ont eu lieu en France, c'est intéressant de noter que sous Manuel Valls en 2015, on a eu un pic d'attaques avec plus de 9 attaques terroristes répertoriées dans l'année. On se rappelle du Bataclan, Charlie Hebdo, mais en tout il y a eu 9 attaques sur le territoire. Et à l'issue de cette année 2015 est votée la fameuse loi renseignement, qui permet donc d'appliquer des mesures d'écoute téléphonique et de suivi, de traçage, balisage, etc. des individus. Alors ça va au-delà de la simple écoute téléphonique, hein. Ça peut être aussi regarder votre suivi informatique, poser une balise sous votre voiture, des choses comme ça, hein. En matière de renseignement et d'enquête, comme ça, on peut aller loin. Depuis cette loi en 2015, alors en 2015, il y avait à peu près 5000 personnes qui étaient placées qui étaient suivies par les services de renseignement de la sorte. Et depuis cette loi, je vous donne le chiffre 2022, et c'est une source Nouvelle Obs, hein, 20 958 personnes. Voilà, donc ils font l'objet d'écoutes téléphoniques, de captation de leurs données numériques, d'accès à distance de leurs terminaux ou d'autres systèmes techniques qui sont inscrits dans les textes de renseignement. Voilà.
Alors le problème, c'est que quand vous faites ça, moi j'ai été enquêteur, j'étais enquêteur en unité de recherche, donc sur de la délinquance à échelon moyen, donc avec des enquêtes qui suivent des régimes dérogatoires, et notamment la loi Perben 2. Vous pouvez utiliser ces moyens dans le cadre de la police judiciaire pour certains types d'infractions, comme le proxénétisme par exemple, les infractions qui relèvent de la bande organisée, etc., etc. En revanche, la condition pour le faire, c'est qu'il vous faut une saisine légale. C'est-à-dire que si j'ai pas d'indices qui me permettent de dire voilà, il y a du proxénétisme, si j'ai pas une saisine légale sous forme procédurale, c'est-à-dire que j'ai pas recueilli un témoignage ou que j'ai pas un dépôt de plainte par lequel je peux initier mon enquête ou quoi, je peux pas, sur simple suspicion du fait que la tête de la personne ne revient pas ou autre, engager de telles procédures avec de tels moyens. C'est pas possible. Là, je vous parle de police judiciaire. Mais en matière de renseignement, j'ai pas de saisine. Donc, c'est très opaque. Et ça, c'est intéressant parce que je pense pas qu'en l'espace de 6 ans, ou 7 ans, on ait eu autant de suspicions de terroristes qui soient venus s'accumuler les unes aux autres. Et je vais même aller plus loin que ça en vous détaillant un petit peu la réforme de la loi sécurité. Vous allez comprendre que finalement, c'est vraiment pas les terroristes en fait, qui sont visés prioritairement. Le 2 décembre 2020, on assiste à une réforme de la loi sécurité sur l'extension du domaine de fichage des gens. Et ce décret donc, il prévoit l'alimentation des fichiers du renseignement, donc des services de renseignement. Je ne parle pas de la police, je ne parle pas de la gendarmerie, je parle des renseignements intérieurs. Donc l'alimentation des fichiers, donc prévention atteinte à la sécurité publique, le PASP, enquête administrative liée à la sécurité publique, le ASP, et gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique, donc le JPASP. Alors, les décrets, là, les décrets qui ont modifié justement ces fichiers ont opéré un glissement sémantique qui est vraiment inquiétant, pas anodin du tout, puisque la collecte des données relatives à des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales était déjà prévue, mais les nouveaux décrets font désormais référence non plus aux activités mais aux opinions politiques. Et c'est important un mot en droit, et surtout en droit romain justement, puisque c'est du droit écrit et sur lequel on... Donc opinion politique, ça c'est depuis 2020, ça a changé. Conviction philosophique, religieuse et à l'appartenance syndicale. Donc ça, ce sont les bases légales qui permettent aux services de renseignement de vous ficher. Donc autant vous dire que moi je suis fiché depuis longtemps, mais tout ça c'est purement relatif. Il n'y a aucun critère objectif là-dedans, aucun critère objectif. Donc en fonction du roi qui est au pouvoir, c'est lui qui décide. Et c'est un petit peu ça ce qui se passe. Donc là, vous voyez les dérives réellement dangereuses qu'on peut rencontrer en matière de droit. Et là où c'est particulier, c'est que tout à l'heure, je vous disais qu'en judiciaire, il faut obligatoirement une saisine. En renseignement, il n'en faut pas. Donc en renseignement, on vous dit, ben voilà, un tel, on estime qu'il représente une menace, ou du moins qu'il a des opinions philosophiques ou religieuses qui ne conviennent pas, ou qui ne sont pas conformes à ce qu'on pense, à l'idéologie du moment, peu importe, hop, il est fiché. Et ça, je l'avais entendu même à l'époque c'était sur France Culture, ou je ne sais plus, il y avait, au moment où ce décret était paru, avec la modification de ces termes, il y avait le patron de la DGSI qui avait été invité, et le journaliste a eu quand même la bonne idée de lui poser la question. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui va autoriser les services à faire de tels fichages? Et là, il est resté sec, parce qu'il n'y avait pas
Il n'y a pas de modalité de saisie dans l'enseignement. Donc là, c'est un véritable danger. Alors, sachant que ces fichiers peuvent mentionner un champ très vaste d'informations, hein, ça va de vos pratiques sportives, à vos addictions, à vos habitudes personnelles et tout. Hein. Donc c'est vraiment c'est de l'espionnage entre guillemets. Après, je peux vous prendre un autre exemple aussi, qui est celui du décret 2023-828 du 28 août 2023, relatif aux modalités de mise en œuvre des traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection. Donc comprenez l'utilisation des algorithmes et de l'intelligence artificielle dans les modes de surveillance vidéo. Voilà. Donc ça, c'est un décret qui a été mis en œuvre en vue de faire les Jeux Olympiques, et donc qui devait tester des nouvelles méthodes d'observation des foules. Et c'est censé être temporaire. Alors à l'époque, j'avais dit ça ne le restera pas, j'ai gagné mon pari, puisque effectivement c'est prolongé jusqu'au 31 mars 2025 déjà, premièrement. Et ça va l'être encore après, il faut pas rêver. Là encore, vous avez un danger potentiel avec ça. Alors ça peut être très intéressant en matière de recherche comportementale et tout dans une masse, parce que les algorithmes ils peuvent détecter plein de choses. Mais si jamais on croise ça avec des fichiers dans les années à venir, ça permettra de détecter des personnes, de les identifier et d'entrecouper tous les fichiers, quoi. Voilà. Donc on peut se projeter dans une société où vous aurez fait tomber un papier par terre, et il y aura un drone perché à 600 mètres que vous n'avez pas vu, qui vous a identifié grâce à l'identité numérique, qui serait dans cette société futuriste couplée à l'ensemble de vos données bancaires, etc., et qui vous verbaliserait sur le champ sans même que vous en soyez rendu compte. Voilà. C'est la société cauchemardesque dans laquelle on pourrait se projeter, s'il n'y a pas d'instances neutres qui viennent surveiller ça et surveiller les dérives que ça peut occasionner. Alors l'instance, elle existe, elle s'appelle la CNIL, mais la CNIL, on a vu à de nombreuses reprises, et alors d'autant plus ces dernières années, il y a eu plein de cas où elle s'est prononcée contre des dérives, et puis elle fait que se prononcer, quoi. En fait, on s'en fout de son avis. Donc là aussi, il faut être très vigilant quant à ça. Les gens doivent être vigilants. Je pense que c'est citoyen que de se dire attention quand même, qu'on ne rentre pas dans un monde qui devient complètement une société de contrôle absolu, de crédit social et de verrouillage numérique. Parce que là, c'est ce vers quoi on finit par aller. Alors, il y en a qui vous diront oui, mais si on n'a rien à se reprocher. Non, ça marche pas. Ça c'est le discours de la servitude volontaire. Ça. Parce que le jour où tous les jalons sont posés, c'est fini par contre. Le retour en arrière est plus possible. Et à partir de là, si on décide de rendre les lois plus dures, tous les jalons sont posés pour les rendre incontestables, et les gens qui n'avaient rien à se reprocher, quand on leur dira de faire un truc complètement contre-productif pour eux, ils seront obligés de le faire. Voilà, ils n'auront plus le choix. Ce sera trop tard. Ils seront réveillés trop tard. Alors là, je prends par exemple... il y a d'autres cas qui posent problème. Vous avez peut-être tous entendu parler du fameux couteau maintenant, l'Opinel, qui va être assujetti à ce qu'on appelle une amende forfaitaire délictuelle. Alors autrefois, le port d'armes de catégorie D, donc ça a toujours été un délit, hein. Ça reste un délit. Mais port d'armes de catégorie D, alors dans certaines circonstances, les couteaux, c'était toléré, il y avait une tolérance. Et c'était traité comme un délit de droit commun, c'est-à-dire qu'au pire, s'il y avait une procédure qui était faite, vous passiez devant un tribunal, puis vous étiez jugé. Aujourd'hui, avec le système de l'amende forfaitaire délictuelle, c'est un agent de police judiciaire qui peut vous dresser l'amende forfaitaire délictuelle, ce qui veut dire que de facto, vous avez le couteau sur vous. Là, c'est l'automatisation, c'est le côté mécanique du droit positif qui s'abat sur vous. Vous avez le couteau sur vous, il va vous dresser l'amende sur son PDA. Et vous recevez 500 € d'amende, et
vous êtes inscrit au fichier de traitement des antécédents judiciaires puisque vous avez commis un délit. Ça veut dire que vous avez une mention au casier judiciaire, sans même être passé par un tribunal. Voilà. Alors ça, moi je pense que c'est une erreur, je pense que c'est une dérive autoritaire, et je pense qu'il faut laisser au magistrat son métier. Parce qu'on peut se retrouver, et ça c'est un problème qui a été souligné par le défenseur des droits, et qui a dit que les forces de l'ordre disposaient d'un droit de juger d'un délit pénal de façon arbitraire, avec des possibilités de disparité de traitement à la clé, forcément. Ça, c'est un souci. Et pourtant, c'est une réalité. Et ça fonctionne maintenant aussi avec le stupéfiant, ça. Bon, c'est une façon, en fait, de rationaliser et d'automatiser le délit et de faire passer à la caisse rapidement. Hein. Il ne faut pas se leurrer, ni plus ni moins, parce que là, on est dans une société où maintenant, on est tellement submergé, de toute façon, que on a trouvé cette façon quasi industrielle de traiter les choses. Voilà, c'est aussi, ça a aussi pour but, on va dire, de désengorger au même temps les tribunaux. Oui. Ce genre de délit, si on se retrouve inscrit justement sans jugement, on peut demander un jugement? Alors normalement, non, il n'y a pas de... Normalement, c'est une automatisation. Ah, vous avez le côté implacable du système qui se met en place. Mais je pense que c'est qu'un avant-goût. Donc, et si on va par là, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais aussi de l'influence sur notre volonté d'action. Maintenant, on a un droit et un poids du facteur externe dans la volonté d'action qui s'immisce vraiment et qui pèse énormément sur notre capacité décisionnelle. Et je dirais que l'une des expressions les plus paroxystiques de ça, c'est le fait que le droit maintenant s'immisce même dans votre vie privée. Et on va se retrouver avec, et ça a déjà commencé, avec un côté procédural qui apparaît même au sein des foyers, quoi. Avec des enfants des problèmes en intrafamilial qui vont se gérer par le droit. Et ça, quelque part, d'un point de vue peut-être plus philosophique, c'est aussi en lien avec une forme de totalitarisme, parce que ça veut dire que l'État est présent jusque dans votre famille. Et il se substitue finalement à la morale familiale et à l'éducation des parents. C'est une dérive dangereuse. Et quand je pense à ça, je pense à la loi SREN, donc c'est la loi sur la sécurisation et la régularisation de l'espace public, qui a été dénoncée par beaucoup de juristes comme un fourre-tout, parce que ça vous parle autant de la censure sur Internet que de la censure dans la sphère privée maintenant. Cette loi, elle punit l'outrage en ligne. L'outrage en ligne, c'est un projet de loi, hein, elle n'est pas encore sortie. C'est 3 750 € d'amende et 1 an d'emprisonnement si vous diffusez en ligne tout contenu, soit qui porte atteinte à la dignité d'une personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Attention, hein. Je répète, droit romain, tous les mots ont leur importance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une situation est offensante, l'infraction est caractérisée. On n'a pas besoin du reste. Ok ? Donc ça veut dire que demain, vous lâchez un tweet, si cette loi elle passe un petit peu énervé contre Macron, vous pouvez vous retrouver, vu que c'est un délit puni d'une peine d'emprisonnement, placé en garde à vue. Voilà. Si on va par là, hein. Moi je fais que interpréter le texte. Hein. On a une proposition de loi sur les discriminations, et là on en revient... Donc, provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe en raison de leur origine, leur appartenance ou leur non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race, etc. Pareil, 3 750 € d'amende, on soit. Et le point particulier, c'est provocation non publique. Alors, ceux qui ont fait du droit, ils doivent savoir ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si j'ai des propos...
envers n'importe quelle communauté ou quoi, mais que c'est pendant un repas de famille, 3 750 € d'amende. Voilà. Ça, c'est le futur article 225-16-4 du Code pénal. Voilà. Donc, si vous avez un conflit familial avec l'oncle, je sais pas comment, qui n'est pas d'accord avec vous et qui ne peut pas vous saquer parce qu'il n'est pas d'accord avec vos idées, si vraiment, vraiment il a envie de vous embêter, il pourrait, si cet article venait à être adopté, vous traîner en justice. Alors c'est embêtant parce que quand je dis le droit s'immisce dans les familles, ça veut dire qu'on va devoir bientôt faire attention à ce qu'on dit, même entre nous, quoi. Alors vous voyez là, la liberté d'expression, s'ils n'ont pas été l'atteindre, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça devient compliqué. Et donc est punie de la même peine la provocation non publique à la haine, à la violence à l'égard d'une personne, groupe, sexe, etc., orientation sexuelle, identité de genre, etc., etc. Que vous soyez ou non d'accord avec l'idéologie de genre, là encore, si vous vous manifestez contre et que vous tenez un propos qui apparaît comme déplacé à quelqu'un, en vertu de cette loi, il sera potentiellement en possibilité de déposer plainte contre vous. Voilà, même si ça ne concerne pas directement, puisque c'est l'attaque au concept lui-même, là. Donc, à méditer. Mais ce que vous voyez là, c'est l'intrusion du droit, justement, dans la sphère privée, et le poids que ça va occuper après sur la capacité décisionnelle des gens et leur volonté d'agir, quoi. En gros, si on continue comme ça, il n'y a plus grand-chose qui vous poussera à agir contre quelque chose qui relève de la doxa et de ce qui est établi par la loi. Parce que tout fonctionne comme ça, en fait. C'est-à-dire que vous avez une pensée dominante, une doxa, et après on légifère autour pour la protéger. Et on utilise ce biais, justement, du droit français qui permet de cibler et d'attaquer les niches qu'on a décidé de protéger. Bon. Il ne faut pas tomber sur la mauvaise idéologie. Donc c'est une forme de société orwellienne, et quelque part, quoi qu'il en soit, qu'on soit d'accord ou pas, on est forcé par le droit à reconnaître une version, pas une autre, à ne pas contester certaines choses, etc., etc. Donc en ce sens, oui, il y a une forme de totalitarisme qui est en train de se créer. Et quelque part, il y a presque une sensation de ministère de la vérité, hein. Si je veux reprendre les termes d'Orwell, on a vraiment la sensation qu'il y a ça qui apparaît. Et vous le voyez, si jamais vous tenez des propos un petit peu hors classe, vous êtes tout de suite traité de complotiste, etc., etc. Alors, vous ne pouvez plus réfléchir sur un sujet à partir du moment où vous opposez d'autres idées complotistes. Voilà. C'est aussi facile que ça. On est dans cette forme de binarité là, dont je parlais tout à l'heure. Alors, je finirai juste sur un terme, enfin sur encore un autre aspect, c'est celui de la violence. Et celui du monopole de la violence légitime de l'État aussi, qui a considérablement évolué avec le temps. Et qui évolue en fait au gré des évolutions du droit. C'est-à-dire que derrière le monopole de la violence légitime, il y a la notion d'acceptation. Pourquoi elle est légitime, cette violence de l'État? Parce qu'elle est l'émanation de l'acceptation populaire. L'État est censé être l'émanation du peuple, de la représentation populaire, et la violence qui en découle, normalement, elle est légitime, puisqu'elle est là pour être garante du bon fonctionnement de l'État. C'est une boucle. Néanmoins, le monopole de la violence de l'État, c'est pas quelque chose qui est figé. Il n'y a pas un niveau de violence qui sera immuable et qui ne bougera pas. C'est quelque chose qui est aussi relatif. C'est un concept qui évolue, qui bouge. Parce que, justement, le degré d'acceptation, il varie. Et vous voyez que les grands élans contestataires ont souvent été réprimés avec beaucoup de violence. Alors, je ne sais pas s'il y a d'anciens gilets jaunes dans la salle, mais
Voilà, ça, vous l'avez constaté. Et plus on bouscule le pouvoir, ou plus on est en face de lui porter une atteinte réelle, et plus cette violence est élevée. Après, cette violence, elle varie, elle évolue au gré des lois. J'avais fait une conférence là-dessus, notamment sur l'affaire Naël, qui avait été une opportunité pour les forces de l'ordre de demander une réforme de l'article 144 du Code de procédure pénale. C'est-à-dire qu'ils réclamaient un statut dérogatoire quant à la détention provisoire, les mesures de détention provisoire qui étaient susceptibles de s'appliquer sur les forces de police. Ils voulaient que, parce qu'on est policier, quoi qu'on ait fait, la détention provisoire soit inapplicable sur un policier. Et j'avais fait la démonstration au cours de cette conférence que tout ça, c'était plus ou moins piloté depuis le ministère de l'Intérieur pour essayer de faire passer la pilule. La fronde dans la police, avec la connivence des syndicats, etc., etc. Donc, tout ça, ce sont des leviers sur lesquels on peut jouer et sur lesquels l'État joue en permanence. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps je parle là, ça fait peut-être pas mal. Pour conclure, je dirais que il y a une phrase de Voltaire qui est intéressante. Ça m'avait marqué, moi, quand j'étais en fac et qu'on faisait, on était en histoire des institutions. À un moment, le prof il nous parle de Voltaire et je pensais que moi, les philosophes des Lumières à l'époque, quand j'étais jeune, je pensais qu'ils étaient tous très démocrates dans l'âme. En fait, pas tous. Et c'était pas le cas de Voltaire, qui avait une vision finalement assez lucide sur la chose. Et il disait, comme le despotisme est l'abus de la royauté, l'anarchie est l'abus de la démocratie. Donc, il montrait que trop de démocratie, ça conduit à l'anarchie. Et par conséquent, il sous-entendait qu'un État qui veut maintenir la population et avoir exercé un contrôle des masses se doit de ne pas instaurer, institutionnellement parlant, un système purement démocratique. Pour lui, ça ne fonctionnait pas. Alors, dans quelle mesure on est à l'heure actuelle justement dans cette logique-là? C'est la question que je pose. C'est une question qui pourrait faire l'objet d'une autre conférence. Tout le jeu. Tout à l'heure, je parlais d'illusion, mais l'illusion, elle est valable aussi en politique, l'illusion démocratique. Et ça, c'est intéressant. Ensuite, quant à l'avenir, vous voyez que nos élites ont compris le poids que devait occuper la prégnance idéologique et la force du droit sur nos capacités décisionnelles, quelle influence ça devait avoir et comment ça nous faisait taire. Donc ça, ils l'ont compris. Maintenant, ils travaillent sur plusieurs fronts à la fois. Et derrière, il y a aussi le développement des technologies. On a parlé de surveillance algorithmique, mais si on s'intéresse à d'autres modèles de société, comme en Chine, par exemple, où on instaure le crédit social, on utilise beaucoup la technologie. Cette technologie-là, elle arrivera tôt ou tard chez nous, alors notamment l'intelligence artificielle. Voilà. Ça, c'est des questions à se poser pour demain et voir les conséquences que ça engendrera, sachant qu'un des plus gros leviers aussi, ça passera pas forcément par le sécuritaire, mais ça passera par l'économique avec la monnaie, et notamment les CBDC, voilà, qui sont, pour faire simple, des monnaies numériques, mais pas la monnaie numérique au sens où vous n'avez plus besoin de liquide pour payer, c'est la monnaie numérique au sens où on a une gestion de votre portefeuille numérique. C'est-à-dire qu'on peut allouer des postes de dépenses par personne avec la CBDC. Si on estime pour des raisons climatiques que vous avez le droit à un temps de dépenses pour tel type d'article, eh ben, on pourra vous allouer un portefeuille spécifique, etc. Donc c'est un outil supplémentaire de gouvernance, et en tout cas, c'est une entrave aussi supplémentaire à votre liberté de disposer de votre argent. Et ça, combiné à l'ingérence informatique, et combiné, je ne l'espère pas plus tard, à un croisement des fichiers, c'est-à-dire vos données médicales, bancaires, vos données de justice, etc.,
vos données d'identité. Quand vous faites la nouvelle identité, maintenant on vous propose l'identité numérique. Tout ça combiné, ça fera qu'on aura un levier virtuel de contrôle en fait intégral sur votre personne. Virtuellement, on pourra faire ce qu'on veut de vous. Et là, c'est ce qu'on pourra qualifier de verrouillage numérique final, quoi. Avec une société qui se profile, qui risque d'être très inquiétante. D'une certaine mesure, tout à l'heure, quand j'ai commencé, je pensais aux évocations du passé. On était derrière la voiture. C'était peut-être pas très bien, hein, c'est sûr. Hein. Moi, quand j'étais petit, on n'était pas attaché avec la ceinture, tout ça, machin. 2026, l'Europe, elle va obliger les constructeurs automobiles à installer une caméra qui surveille en permanence le conducteur. Vous voyez le gap, quoi. On a quand même progressé. Donc voilà, je finirai là-dessus. Surtout pour attirer votre attention, puisque vous êtes tous citoyens, et vraiment vous informer quotidiennement sur toutes ces évolutions-là, parce que ces évolutions de demain, c'est celles qui vont profiler notre société, et c'est le monde dans lequel on risque de vivre, quoi. Donc je finis là-dessus. Voilà. Alors sur les perspectives, de toute façon, il y a quand même des perspectives qui sont enthousiasmantes. Tout ne fonctionne pas forcément comme prévu. Il y a pas mal de freins. Et puis, il y a beaucoup de lois qui sortent qui ne sont pas fonctionnelles. C'est-à-dire qu'à trop faire de la loi, à trop légiférer, on en vient à produire un système contre-productif avec un étouffement des tribunaux, enfin un engorgement des tribunaux, etc., etc. Donc, on a un système qui, je pense, doit être révisé de fond en comble. Et ce qu'on manque beaucoup, et ce sur quoi il faudrait réfléchir, ce sont des instances neutres, mais réellement neutres. Je ne parle pas du Conseil constitutionnel, hein, parce que là, on n'y est pas du tout en termes de neutralité, mais des instances neutres qui permettent justement d'être garantes, protectrices, et peut-être qu'il faudrait qu'elles soient apolitiques quelque part. Parce que quand vous regardez la composition du Conseil constitutionnel, et quand vous voyez les échecs qu'il y a eu après les moultes consultations qu'on a, notamment pendant le Covid, mais il n'y a pas que. Quand vous voyez que vous avez Fabius Père qui est au Conseil constitutionnel, pendant que Fabius Fils donne les directives pour McKinsey au président, des conflits d'intérêts comme ça ne devrait pas exister, normalement. Mais bon. Alors, donc c'est clair qu'il faut réfléchir à un système à la fois plus transparent et plus honnête, quoi. Parce que là, on en est loin, là, en matière de politique, en termes d'honnêteté, de probité, on en est très 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 loin. Ça, c'est sûr que... Donc, ça, c'est ce qui manque. Parce qu'en attendant, on se dirige vers une dérive qui est très inquiétante à l'avenir et qui sera très favorable à un petit pan de la société, hein, ceux qui nous gouvernent, hein, tout simplement. Voilà. Et les gens les plus riches, qui sont par ailleurs souvent apatrides et qui n'ont pas de considération particulière pour les peuples. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté.